Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans un des derniers épisodes de Tech Café de 2020, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. L'Union Européenne, forte de sa lancée sur le RGPD, délivre actuellement 2 nouveaux dispositifs réglementaires. Ne fouillez pas, on va essayer de vous en dire un petit peu plus, mais il s'agit du Digital Services Act et du Digital Market Act. Alors derrière ces termes, géants de la tech, allez-vous trembler face aux régulateurs? On verra ensemble. Et puis nous parlerons également des annonces de la partie cloud d'Amazon, mais aussi de Sunburst, qui aurait pu être un groupe de musique, un film ou un jeu vidéo, mais auquel cas on en aurait parlé dans un podcast de pop culture comme Paracult par exemple, mais qui est surtout une attaque particulièrement bien rodée dont on découvre jour après jour de nouveaux détails. On en parlera ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour parler de tout ça, je serai accompagné exceptionnellement de mon compère podcastique de longue date, évangélisateur tech, expert cloud, service Amazon et produits Apple. Il aime le cidre et le sirop d'érable, vous l'avez compris, ce n'est pas Guillaume Poggiaspala, c'est Matt, alias prof du web. Salut Matt. Salut. Écoute, je suis ravi et enchanté. Et petite première pour moi aujourd'hui, je fais un podcast avec une personne non moins célèbre, avec qui c'est la première fois que je fais du podcast. Grand plaisir, effectivement, on va tout de suite vous dire qui est la troisième voix qui va nous accompagner, parce que pour compléter nos regards et nos avis autour des sujets tech, on retrouve donc un blogueur et podcasteur passionné, et en tout cas probablement aussi enthousiaste que moi, pilote de drone submersible ou pas, fier représentant de l'équipe Tech Café Domotique, c'est Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Guillaume, salut Matt, heureux, déjà Matt il m'a mis la pression, donc content d'être avec vous ce soir, pour cet enregistrement, ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir, d'autant plus qu'en intro, avant l'enregistrement de l'émission, on en venait à la conclusion que vous n'aviez pas partagé ensemble d'enregistrement commun, quel que soit le podcast, et ce sera une première dans Tech Café dans cet épisode. Merci Tech Café. On a eu un avis sur Apple Podcast et vous êtes toujours nombreux à en déposer semaine après semaine. Continuez, c'est toujours des bons thèmes à relayer en intro de Tech Café. Là, c'est Kevin Koalakils qui nous a écrit du Canada avec un avis du temps jamais perdu. Alors, c'est pas fait exprès, mais il s'avère qu'effectivement, il nous a déposé un avis depuis son Canada, et je trouvais que ce serait plus qu'à propos de te laisser, Matt, relayer le contenu de son avis sur Apple Podcast. Oui, en même temps, quand je vais le lire, et au montage, tu rajouteras de la musique canadienne. Très bien. Bonne idée. Bonne idée. C'est à chaque fois un plaisir de recevoir une notification pour un nouvel épisode disponible de Tech Café. Ça me fait fourmiller d'impatience de prendre ma voiture et de rouler et vous écouter. Non, plus sérieusement, je fais à chaque semaine un aller-retour Montréal-Québec. C'est à peu près 300 kilomètres. Quand même. Ouais. Et mon Dieu, que le temps passerait tellement plus lentement sans vous. Une bonne équipe d'experts drôles et pertinents. Pas de temps mort. Les sujets sont toujours intéressants. Même quand ça ne vous concerne pas trop ou que ça ne m'intéresse pas au premier abord, je trouve toujours de quoi écouter jusqu'au bout pour finalement me rendre compte que j'ai appris quelque chose. Merci pour ce partage et un gros bec de Montréal. Merci Matt, merci Kevin qui a déposé cet avis. Continuez évidemment, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur, et puis surtout ça permet de faire rayonner la qualité du podcast sur les plateformes, donc c'est évidemment avec grand plaisir qu'on les lit. Je vous invite aussi à rejoindre notre page Patreon. Vous pouvez soutenir le travail qui est fait derrière Tech Café sur patreon.com/techcafé. Vous êtes plus de 200 à faire partie de la communauté qui bénéficie bien entendu, vous le savez maintenant, d'un flux privé du podcast garanti pour toujours 100% sans pub, le chapitrage des émissions et même des infos exclusive. Merci en particulier à Jean-Luc Capodard et Sebos. Alors Sebos qui avait suspendu sa participation mais qui revient après avoir ouvert un restaurant. Figurez-vous, en 2020, je répète, il a ouvert un restaurant. Il était soutien sur Patreon. Il avait dit qu'il mettait de côté sa contribution pour se consacrer à ce projet. Et j'aime bien aussi avoir des petits retours de ce type-là. Parfois, vous suspendez votre soutien, mais c'est pour mieux revenir par la suite. Donc c'est une preuve de plus de la part de Sebos, qui
au passage, a ouvert un restaurant de burgers, le King Marcel à Nanterre. Rendez-vous au 21 terrasse de l'université. C'était pas prévu que je fasse de la promo, mais vous pouvez même appeler tout de suite là pour commander votre burger 01 47 24 73 95 et aller retirer votre burger. Et bon courage à lui pour ouvrir un restaurant en 2020 avec le Covid. Mais moi ça m'a atterré de voir que tu aies ce projet-là, c'est bien. Bon, quand ça tombe en 2020, c'est un sacré challenge et finalement tu arrives jusqu'au bout à l'avoir lancé. Bon bah bravo et bravo. tout reste à faire évidemment. Rejoignez aussi pour terminer notre serveur Discord où on peut discuter de tech mais pas que. Et puis également pour terminer cette petite intro, foncez suivre l'actualité tech diffusée sur le compte Instagram Tech Café Podcast qui est animé par Mathieu, mais c'est pas prof du web, c'est un autre Mathieu. Il faut s'y retrouver. Allez, sans autre forme de procès, on va donc parler d'actualité tech. Et cette semaine, un des premiers thèmes qu'il faut souligner, qu'il faut relayer, sur lequel on va essayer d'apporter un petit peu de pédagogie, c'est ces deux paquets législatifs de l'Union européenne, le DSA et le DMA, donc le Digital Services Act et le Digital Market Act, avec un objectif de livraison en 2022 qui est porté par Thierry Breton et Margaret Vestager qui est évidemment emblématique dans sa lutte contre les GAFA en Union européenne et qui ont un principe de fond. Et c'est un petit peu ce qui est répété d'ailleurs dans les médias, dans leurs interventions, c'est de permettre en ligne ce qui est possible dans le monde physique et interdire l'équivalent, c'est-à-dire interdire en ligne ce qui est impossible, ce qui est interdit dans le monde physique. Alors il y a deux catégories principales, c'est celle de la lutte contre la dissémination des contenus illicites ou préjudiciables sur grosso modo les réseaux sociaux, et puis de proposer un cadre concurrentiel et commercial loyal et équilibré, disent-ils. Il faut effectivement souligner le fait que n'y a pas eu de dispositif légal sur ces sujets-là depuis 2000. Alors moi j'étais atterré de voir que d'un point de vue Union européenne, il n'y avait pas eu de cadre législatif qui était plus récent que les années 2000. Évidemment dans les pays membres de l'Union européenne, il y avait eu des choses depuis, mais pas de cadre global. Et évidemment ça avait eu lieu bien avant l'arrivée des plateformes qui sont maintenant emblématiques et assez incontournables. Alors, je vais essayer de dessiner quelques contours sur ces deux paquets législatifs. D'une part, ça concerne les entreprises dites systémiques. Alors, c'est hyper malin de leur part de pas avoir fait en sorte de désigner les GAFAM, de pas les nommer. Ils sont pas du tout nommés dans ces dispositifs, mais ils ont défini des critères qui, comme par hasard, tombent pile bien pour les désigner. Il faut que ce soit des entreprises qui ont depuis au moins 3 ans 45 millions d'utilisateurs finaux et 10 000 entreprises clientes, affiché un chiffre d'affaires de plus de 6,5 milliards d'euros ou une capitalisation d'au moins 65 milliards d'euros et ce sont des critères qui sont assez nouveaux mais qui ciblent donc bien explicitement ces plateformes. Alors, spécifiquement dans le cadre du Digital Services Act, on parle des contenus. L'idée, c'est d'avoir une expérience plus sûre et plus d'explications sur ce qui est retiré, mais aussi avoir plus de transparence sur les motifs de la suppression. Donc il s'agit des discours relatifs à de la haine, du harcèlement, les mises en avant de contrefaçons, l'utilisation de matériel créatif protégé par le droit d'auteur, etc. Et si les plateformes ne sont pas assez réactives, elles devront prouver la méconnaissance des faits. Deuxième point, c'est la transparence, détaillée notamment, et ça concerne plus directement d'ailleurs Google ou les produits Amazon, mais détailler le classement des résultats de recherche, ou même d'ailleurs les apps. Apple, c'est vrai qu'on a déjà relayé le fait que Apple était soupçonné de mettre en avant plutôt ses apps que des apps de développeurs tiers dans les résultats du moteur de recherche de l'App Store. Donc il faudra, pour ces entreprises-là, apporter plus de transparence. On se comprend, là, il s'agit pas évidemment de détailler la totalité de l'algorithme, mais la volonté du paquet législatif, c'est d'inciter les entreprises à apporter plus d'informations là-dessus. Déjà sur ces éléments-là, je ne sais pas si c'est des éléments qui vous parlent, sur lesquels vous êtes sensible. Donc il faut comprendre que c'est des éléments globaux sur l'Union européenne qui vont être déclinés après par pays, sur lesquels il faut envisager une livraison en 2022. Donc il y a encore un petit peu de temps avant de voir ça arriver chez nous, mais c'est très ambitieux. Est-ce que de ton regard hors Union européenne, Matt, tu trouves ça justement ambitieux, ou est-ce que tu trouves ça encore un petit peu flou et tu attends de voir les applications? On a encore en tête le RGPD, qui est quelque chose de fort et qui à l'échelle mondiale a pu être plutôt inspirant pour pas mal de pays, je pense. Ouais, totalement. Alors, je vais me réserver
du temps pour voir ce qui va arriver par rapport à ça. J'aime bien, il m'est arrivé dans mon travail d'assister en tant qu'expert dans certains procès, et ce que j'aime bien, c'est l'esprit de la loi. Et là, l'esprit de la loi, en fait, l'esprit du projet de loi, c'est parce que c'est encore à l'étape de projet, hein, c'est ce que je comprends, Guillaume? L'esprit, c'est de faire la même chose qu'il y a dans le numérique. En fait, de permettre les mêmes usages, les mêmes façons de faire, les mêmes politiques, encadrements que dans la vie réelle, dans la vie publique. Ça, j'aime ça. Quand on part comme ça, par contre, il peut avoir des dérives parce que quand on peut le plus, on peut aussi le moins. Alors, faut faire attention. Mais oui, pour le RGPD, pour répondre à ta première question, ça a été très, très inspirant. D'ailleurs, c'est souvent nommé comme référence quand je parle avec des gens de l'industrie aux États-Unis ou au Canada. C'est vraiment, vraiment une bonne chose, cette loi-là, au niveau des données personnelles. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va arriver par rapport à ça. Et on sait, hein, un projet de loi, après ça, c'est soumis. Et après ça, il y a des compromis qui se font, hein, tout dépendant les personnes qui vont en débattre. Alors, je sais pas si c'est le même système politique qu'on peut avoir au Canada, mais des fois, un projet de loi peut être un petit peu manipulé jusqu'à l'approbation finale. Ouais, effectivement, il va encore évoluer, il va être complété, il va être clarifié, c'est une ambition qui est donnée. Et puis surtout, il y a la mise en application auprès des pays membres qui, dans l'Union européenne, peut aussi donner des étapes supplémentaires un petit peu compliquées. Mais de toute façon, j'ai l'impression que l'ensemble des pays membres est très en attente de ces dispositifs-là. Gaëtan, ton regard par rapport à cette initiative-là, c'est petit 1, ok, mais ça m'a l'air d'être très compliqué et pas très concret, et donc j'attends de voir. Ou est-ce que finalement on peut pas quand même se féliciter qu'il y ait cette initiative, peut-être un peu des deux composantes et des deux positions à tenir en même temps? C'est quoi ton sentiment? Je vais répondre petit 3. Excellent. Non, blague à part. Donc effectivement, c'est pas une loi, c'est une directive, hein. C'est des directives européennes. C'est vrai. Effectivement, que chaque pays devra après mettre en application dans leur système de chaque pays, les systèmes légaux de chaque pays. Effectivement, entre la directive et puis la mise en application dans les pays, il peut y avoir pas mal de transformations. Ceci dit, j'étais étonné que ça fasse comme toi, que ça fasse 20 ans que la dernière c'est fou, hein. Dernier cadre sur le numérique au niveau européen, parce que 20 ans dans le cadre du numérique, surtout depuis 20 ans, depuis c'est l'année 2000. C'est la préhistoire. Ouais, on est encore un Napster. La préhistoire, je te coupe, Gaëtan, mais nous, on vient de déposer un projet de loi, le projet de loi C10, justement, sur on veut renforcer un peu tout ce qui est contenu et encadrement par rapport aux GAFAM au Canada. Et nous, c'était depuis 1991 que ça avait pas été changé. Là. Alors, c'est encore pire. ça. Ouais, mais 91-2000, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses transformations numériques. En fait, c'est un peu le web 2.0 qui est arrivé derrière, avec toutes ces plateformes de réseaux sociaux, de contenu et de tout ce qui a été transformé, qui s'est accéléré très très fortement. Donc en 20 ans, enfin c'est abyssal. Donc pour revenir sur ta question, je pense que c'est une bonne chose. C'était une bonne chose de vouloir un peu remettre tout ça à plat, de se dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est quand même on en parle toutes les semaines, enfin vous en parlez toutes les semaines, et puis c'est qu'il y a quand même des sacrées dérives dans le monde du numérique, et il y a besoin de réguler, il y a besoin de recadrer tout ça, il y a besoin à un moment donné de mettre un stop à ce Far West, on va dire, numérique. Donc c'est un gros chantier, c'est un très très gros projet, et moi je trouve ça très intelligent de ne pas parler des GAFAM, de ne pas cibler nominativement une société ou un type de contenu. C'est-à-dire qu'il se base uniquement sur un nombre d'utilisateurs, sur un chiffre d'affaires, sur une capitalisation, ce qui fait que ça va permettre d'anticiper les prochains usages qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Je prends l'exemple d'un TikTok, il y a 2-3 ans, TikTok c'était rien. C'était aujourd'hui c'est devenu un gros truc. Donc comme ça leur permet déjà de travailler pour l'avenir. Si dans 2 ans, 3 ans, l'application qui cartonnera, c'est un truc de dessin, j'en sais rien. Je vais déposer le brevet. Un truc de dessin, par exemple. Et ben voilà, je pourrais les répondre auprès de la Commission européenne de tout ça. Donc bref, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Effectivement, il y a un gros boulot. Il va falloir que ce soit qu'il soit beaucoup à l'écoute de ce qui se fait et pas être dogmatique, parce que effectivement de dire que tout ce qui est autorisé dans un espace physique doit l'être en ligne et inversement. Oui. Ça paraît simple comme ça. Ça paraît simple. Oui, c'est une. Faut faire attention. C'est une base. Après, dans le diable est dans les détails, comme on dit. Donc, il va falloir effectivement regarder ça de près. Mais si c'est fait intelligemment, et honnêtement, j'ose espérer que je pense que ça va le faire, parce qu'effectivement, le RGPD, par exemple, bon, c'est plus français, même si ça vient un peu
pense que l'Europe n'était pas étrangère à ça. Finalement, ça fonctionne pas trop mal et tous les pays s'en sont inspirés et ça, c'est une sorte de base, on va dire, de première pierre par rapport à ce qu'ils veulent faire derrière. Et il me semble que justement le RGPD, la genèse de ce dispositif, c'est européen justement. Ouais, il me semble aussi, en disant, c'est ce qui me semble également, ouais. La même transposition. Ouais. Et donc effectivement, je pense qu'il y a eu aussi cette, on n'est pas des experts en matière de législation, hein, mais je pense qu'il y a aussi eu cette espèce de satisfaction et de rayonnement à l'international de ce dispositif légal qui fait un petit peu exemple et sur lequel ils sont partis sur une bonne lancée. Et effectivement, c'est aussi hyper intéressant de se positionner pour anticiper des futures évolutions. Alors, ce qui est vrai aussi, donc pour terminer effectivement sur cette proposition, sur l'autre, sur le frère jumeau du DSA, donc qui est le DMA, qui se base spécifiquement sur les places de marché. En l'occurrence, deux grands principes qu'on peut retenir. D'une part, pas de mutualisation de la donnée dans différents services de l'entreprise. Alors là, on peut sortir d'ailleurs un petit peu du DMA et être plus globalement sur toutes les plateformes. Mais dans le cas d'un Facebook, je m'inscris, je peux pas avoir de la mutualisation de la donnée que je donne à Facebook pour d'autres services type WhatsApp ou Instagram. Donc, ça pose vraiment des grosses questions de mise en application. Il faudra suivre ça de près. Mais de manière plus intéressante, il n'y a pas non plus la possibilité pour les entreprises concernées par ce dispositif de bloquer l'accès à une plateforme pour un utilisateur commercial ou final d'ailleurs qui serait pas inscrit à cette même plateforme. Donc en gros, on peut évidemment, si un utilisateur rejoint la plateforme et fait n'importe quoi, le bannir, mais par contre, on peut pas l'interdire d'accéder à ce dispositif et profiter d'un système qui lui est mis à disposition. C'est un peu la concurrence, la libre concurrence par rapport à ces services qu'il peut y avoir, pour éviter d'avoir des monopoles. Et puis, effectivement, ils anticipent également tout ce qui est trust. Oui, je pense que c'est vraiment des sujets et là aussi ils surfent sur une vague qui vient des États-Unis où ils sentent bien que le vent est favorable et qu'il y a des discussions, ou en tout cas des observations qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que c'est assez cohérent même d'un point de vue occidental au global. Et dernier point, parce que c'est souvent qu'on peut faire sourire dans Tech Café quand on souligne les montants des amendes. Je sais pas si vous en avez en tête des récents montants d'amendes qui auraient été infligés à ces entreprises, mais souvent ça représente, je sais pas, quelques jours, quelques semaines de revenus, ce qui est assez ridicule. Des gouttes d'eau. C'est assez anecdotique et c'est très peu dissuasif. Là, les montants sont hyper conséquents. Il s'agirait de 6% des revenus dans le cadre du Digital Services Act ou de 10% des revenus pour le Digital Market Act. C'est, je pense, sans précédent. Ça fait même, je pense qu'il y aurait de quoi blanchir si j'étais à la place de cette entreprise, qui d'ailleurs s'organise. Il y avait en novembre, puisque tout ça c'est pas une annonce qui est tombée tout d'un coup, même si on a eu beaucoup de détails ces derniers jours. Il y a eu des présentations qui ont eu lieu durant toutes ces dernières semaines, mais dès novembre déjà, il y avait la fuite d'un document interne de Google dont on avait rapidement parlé. Le titre c'était Pushback Tir Breton, qui évoquait une stratégie assez agressive à déployer pour affaiblir le projet avec des moyens un peu douteux. Google était revenu d'ailleurs sur le sujet, mais ça avait donné le ton. Juste deux choses, enfin si tu me permets, le fait de mettre des amendes en pourcentage et pas avec des montants fixes, justement ça permet également d'anticiper le prochain champion international qui sera capitalisé à je sais pas combien de milliards de dollars et qui, si on avait mis des amendes avec un montant fixe, ça lui ferait rien du tout. Donc mettre un pourcentage, quelle que soit la puissance financière de cette entreprise, il sera toujours touché. Et deuxième chose par contre, comme en fait j'ai pas lu, je découvre un petit peu ce soir lors de l'enregistrement ce dispositif. Est-ce qu'il parle un peu de fiscalité dedans? Non, il n'y a pas de. Non, parce que je crois qu'il n'est pas question de fiscalité dans ces dispositifs. On parle vraiment plus des principes commerciaux et d'accès et d'utilisation aux plateformes qui diffusent du contenu, sauf erreur. Et encore une fois, il y a peut-être d'autres volets qui vont sortir, mais j'en ai pas vu moi. À mon avis, ils vont le glisser en même temps. Il est possible que soit ça puisse être glissé dedans, soit ça arrive par la suite. Oui, voilà que. En tout cas, pour le RGPD, on était à 4% des revenus, c'est déjà pas mal, annuels. Déjà et c'est drôle parce que tu vois, au Québec, il y a aussi un projet de loi sur les mêmes enjeux dont on parle. Et eux autres aussi, nous autres aussi, on s'en va vers un pourcentage. Là, ça va commencer de 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Le plus gros des deux, j'imagine. Québec, ben voilà.
Ouais, je pense qu'il y a que ça de toute façon pour faire évoluer ces principes-là. Alors c'est vrai qu'on les critique souvent, ces abus épisode après épisode dans Tech Café. Donc oui, on peut être un peu enthousiaste si on est dans cette lignée quand on suit ces dispositifs légaux. Il faudra les suivre de beaucoup plus près évidemment. Quelques autres éléments pour compléter un peu cette actu autour de la législation européenne, autour de la tech, pardon. Donc l'autorisation du rachat par Google de Fitbit, dont on avait déjà parlé. Donc ça a été autorisé en Europe, donc pour un montant de un peu plus de 2 milliards, je crois, d'euros. Il y a des enjeux quand même en contrepartie, notamment l'engagement pour Google de ne pas cibler publicitairement les utilisateurs des produits Fitbit, pas récupérer leurs données de santé, y compris celles de géolocalisation du GPS, à partir du moment où elles sont collectées dans l'espace économique européen, et la garantie en gros, de permettre facilement à des inspecteurs de vérifier les bonnes intégrités des données et de pas avoir eu d'accès de la donnée entre les différentes entités. Bon, ça laisse un petit peu rêveur sur les possibilités qu'il va y avoir d'investiguer là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Est-ce qu'ils ont également une obligation de maintenir Fitbit? Ou est-ce que comme tout le reste, ils peuvent le faire disparaître? Ouais, il y a une obligation même qui est évaluée à 10 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, mais oui, à 10 ans, donc on devrait le voir durer plus longtemps que pas mal d'autres services de Google. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et tiens, au passage, on peut aussi souligner, je sais pas si tu avais vu ça, Matt, et si vous aviez été dans des situations similaires chez toi, mais chez nous, on a eu les services Facebook qui ont été désactivés, certaines fonctionnalités dans Instagram, dans Messenger. Alors, on n'avait pas trop en tête quelles étaient ces fonctionnalités, mais notamment le fait de pouvoir faire des sondages sur Messenger, ou même de donner des surnoms aux personnes qui font partie du groupe de discussion sur Messenger. Moi, j'aime beaucoup cette fonctionnalité, d'ailleurs, ça me fait toujours beaucoup rire. Donc, c'est des fonctionnalités qui ont été désactivées provisoirement, justement pour respecter des attentes légales, là aussi, de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu des impacts que tu as pu constater à ton niveau en tant qu'utilisateur? Parce que je trouve ça très concret, moi. Non, parce que j'ai encore les sondages et parce que je peux encore renommer les personnes. Mais spécifiquement sur ces fonctionnalités, mais de manière générale, je ne sais pas si tu as déjà eu connaissance de fonctionnalités qui, pour ces plateformes-là, étaient impactées par des dispositifs réglementaires et dont on voyait des conséquences très concrètes sur notre mobile, quoi. De souvenirs, j'en ai pas. Au Canada, la seule chose qu'il y a au niveau Facebook où tu sais il y a un impact, c'est qu'on doit avoir un bouton de suppression de données dans nos applications pour que Facebook conserve pas nos données, Google conserve pas nos données. Alors j'ai déjà vu des choses, mais vraiment reliées à notre réalité canadienne. Bon, c'est marrant de voir ça. En tout cas, moi, ça me faisait penser le fait que finalement ces dispositifs, ils ont des implications très concrètes. Oui. Donc c'est pas que du vent, c'est bien. C'est ça, ouais. Et dernier point encore pour l'Union européenne, ils sont pas que dans la punition, dans le dispositif réglementaire en Europe, mais ils ont aussi envie d'anticiper des gros moves technologiques, je pense. En tout cas, il y a des réflexions qui sont menées actuellement autour de la mise à disposition d'une constellation de satellites pour diffuser du réseau à travers depuis l'espace en fait, un petit peu l'équivalent d'un SpaceX, enfin de Starlink pour SpaceX, ou de OneWeb ou de Kuiper pour Amazon. Donc ces technologies de satellites qui diffusent Internet dont on avait déjà parlé dans Tech Café. Là, l'idée pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, c'est d'anticiper ces dispositifs-là. On parle d'un objectif à 2025 et un budget de 6 milliards d'euros, ce qui me ferait finalement peu pour de tels enjeux en termes de montant et finalement assez proche, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait un petit peu d'initiative technologique aussi. Bah, ça fait penser un peu à Galileo. Oui. Système GPS Oui. qui a pris beaucoup de retard et dont on n'a plus trop de nouvelles. Alors Galileo qui est fonctionnel pourtant, et je crois même que si tu utilises ton iPhone aujourd'hui en Europe, tu exploites Galileo, même sur Android. Non, si, c'est applicable. Et je crois d'ailleurs que la précision est plus grande puisqu'ils ont dû développer. Oui, c'était ça. Non, c'était la promesse effectivement. Je sais qu'en 2019, ils avaient pas mal de déboires justement. Il y avait pas mal de satellites qui fonctionnaient plus, etc., etc. Et dans les news, on n'a pas eu d'infos. Donc effectivement, soit ça ce serait intéressant de se plus. repencher dessus, mais effectivement, aux dernières news, il me semblait que ça marchait plutôt bien.
Bon, on va mettre de côté un peu nos dispositifs réglementaires de l'Union européenne parce qu'on va en profiter d'avoir Matt sous la main qui a fait un travail de surveillance, d'analyse et qui va faire un travail de restitution comme peut le faire Guillaume Poggiaspala sur des sujets alors que moi j'ai pas forcément suivi mais qui tournent autour des services d'Amazon. Allez, les services peut-être les plus importants, notamment les services cloud d'Amazon, Matt. Oui, en fait, chaque année, il y a la grande messe d'Amazon, ça s'appelle le reInvent. Évidemment, cette année, c'était encore en virtuel. L'année passée, ça avait été en virtuel aussi, ça avait été annulé. Et cette année encore, reInvent, c'est destiné aux développeurs. C'est un lieu où vous allez avoir toutes les nouveautés d'Amazon Web Services, parce qu'Amazon, c'est pas juste une boutique en ligne, c'est aussi un grand fournisseur de services Internet en ligne. Et il a eu sa conférence de fête avec plein de nouveautés malgré tout et des nouveautés qui ont quand même suscité mon intérêt parce que on voit qu'Amazon commence à se diriger vers du physique. Du physique AWS, là, je veux dire, commence à se rediriger vers du physique. Alors, AWS est spécialisé sur des data centers dans lesquels vous avez toutes sortes de services, de l'hébergement, du stockage, du calcul, de la puissance que vous pouvez consommer à la demande, un peu comme maintenant Microsoft Azure le fait aussi, ou Google Cloud le fait. Il y en a plusieurs fournisseurs, mais évidemment le plus connu, c'est celui qui a commencé dans les débuts 2000 avec ces services. Et là, ils ont commencé à faire un certain pivot vers du physique, vers du tangible. Si on pouvait voir dans les 10 dernières années une migration massive de certaines entreprises vers le cloud, là maintenant, AWS arrive avec des choses physiques, même des serveurs physiques qu'on peut héberger chez soi. C'est un retour en arrière ou pas? Enfin, en termes de philosophie, j'imagine bien que d'un point de vue technologique, c'est forcément une progression, mais c'est un retour en arrière d'un point de vue stratégique, philosophique finalement? Je pense que c'est une adaptation du marché. J'ai un collègue avec qui je travaille qui dit tout le temps ne jamais arrêter un client qui veut payer et qui va et qui va à la caisse. Je pense que et je pense que c'est un peu ça. Alors je vais vous les détailler, mais les serveurs physiques dont on parle, on appelle ça des serveurs AWS Outpost. Qu'est-ce que c'est un Outpost? C'est dans le fond une bonne majorité des services que vous pourriez avoir dans le cloud, mais réservés physiquement. Il y a des gens, il y a des compagnies qui en ont besoin. Il y a certains usages qui pourraient être intéressants d'avoir. Typiquement, Monaco, justement, est en train de faire tout son service cloud de la royauté, de la principauté, je pense, c'est une principauté. Ouais, principauté, ouais. De la principauté, et ils vont probablement utiliser ce type de serveur-là. Aux États-Unis aussi, plusieurs gouvernements préfèrent être propriétaires des serveurs, mais ils sont entretenus par AWS. Vous voyez un peu l'idée d'un serveur Outpost, c'est que dans le fond, on donne à commission, dans le fond, à traitance, à sous-traitance, l'entretien, la mise à jour des serveurs, mais on garde quand même les données dans son local à soi qu'on veut. Alors, il y a des enjeux politiques, des fois, par rapport à ça, surtout par rapport à ça, d'avoir ces serveurs, mais ça peut être aussi des banques qui voudraient avoir leurs données, qui voudraient être propriétaires des serveurs sur lesquels il y a des lois aussi qui obligent d'être physiquement propriétaire des machines. Puis il y a aussi toutes les entreprises qui pourraient avoir des secrets industriels et pour lesquels ils voudraient pas se retrouver sur le cloud. Alors il y a plusieurs usages au Outpost. Vous êtes sûr de bien comprendre et j'ai l'impression que toi aussi Gaëtan t'auras une question, mais vous êtes sûr de bien comprendre le serveur dont tu parles, cette nouvelle philosophie, c'est Amazon qui l'héberge ou c'est Amazon qui te l'installe dans ton entreprise et qui met à disposition un local? Comment concrètement? Où situent les serveurs? Les serveurs physiquement, ils se retrouvent dans ton local. Ah d'accord, ok. Et c'est Amazon qui s'occupe de la maintenance. Excellent. Et c'est Amazon qui te les vend. L'avantage de ça, c'est que si tu as des développeurs qui sont habitués de développer dans l'écosystème d'AWS, ils seront pas trop perdus avec tes serveurs locaux. Ils vont pouvoir continuer à développer ou même rapatrier certains services dans tes serveurs locaux. Fait que ça a des usages. Je vois pas ça comme un retour arrière, je vois ça comme une évolution de tous les services qu'ils peuvent avoir. Évidemment, ils sont arrivés avec des nouveaux services de container, de développement qu'on peut faire avec ce service-là Outpost. Ils sont arrivés avec des nouveaux serveurs, des nouvelles dimensions Outpost, parce qu'avant, Outpost, tu pouvais avoir la grosse armoire, et puis c'était le seul format que tu pouvais avoir d'Outpost. Maintenant, tu as des plus petits Outposts, des moyens Outposts, ce qui fait que tu peux
commencer à placer ça dans les serveurs, les salles de serveurs de petites entreprises. Là, t'es pas obligé d'avoir une grosse salle de serveurs. Fait que ça, ce mouvement-là m'apparaît assez intéressant de voir que, OK, on commence à attaquer le monde physique avec... Outpost existait depuis quelques années, mais là, on commence à bonifier le service, à donner plus de services par rapport à ça. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai une question en fait. Est-ce que ça, en le poussant un petit peu plus loin, parce que pour l'instant c'est pour des entreprises, si j'ai bien suivi. Oui. En le poussant un petit peu plus loin, est-ce que demain ils vont pas proposer la même chose pour le domicile, donc pour le particulier, et qui viendrait remplacer un peu le NAS, donc Synology, on en a déjà parlé dans une émission, mais ça viendrait en fait le NAS d'Amazon. Donc tu héberges tes données sur ton propre NAS, enfin d'Amazon qui est chez toi. Donc tes données sont chez toi, mais par contre tous les services que tu connais cloud sont mondiaux quelque part. Donc en fait c'est le meilleur des deux mondes. Et c'est pas ce qu'ils veulent faire à ton avis. Enfin t'as pas la réponse je pense, mais c'est un peu vendu comme ça, là, c'est-à-dire c'est vraiment le meilleur des deux mondes, c'est que t'as tes données sans avoir les enjeux de politique, légaux, de les avoir ailleurs, et puis t'as les mêmes services que les autres. Entre guillemets, hein, les mêmes services sont pas encore tous sur Outpost. Oui, là, mais c'est dans l'idée c'est un peu ça. Ouais, c'est quand tu veux ton propre serveur dans ta maison avec ton NAS, etc., faut que tu recrées ou que tu retrouves les mêmes services similaires, mais qui sont pas les mêmes que tu pourrais retrouver avec un Amazon ou demain un Google. Google pourrait faire la même chose aussi, peut-être un jour. Ouais. C'est un peu, effectivement, c'est... Microsoft le fait aussi d'ailleurs, là, en passant. Microsoft a commencé à le faire. Google, j'ai pas l'information, mais oui, il commence à avoir ces serveurs-là internalisés. Là, avant, on parlait d'externaliser, là, c'est internalisé, mais avec les mêmes fonctionnalités que tu pourrais avoir sur le cloud. Évidemment, c'est pas le même prix, c'est d'autres enjeux. Faut que t'aies l'électricité, faut que t'aies le système de climatisation, faut que tu aies tout ce qui va bien pour avoir ces serveurs-là. Mais oui, tu peux les avoir chez toi maintenant. OK. Toujours dans le monde physique, Amazon, et puis là, je fais un lien avec Tech Café Domotique qui m'a coûté très cher cette année. Fais attention. À chaque fois, je prends un petit pourcentage. Hein. Non, je plaisante. Ils sont arrivés avec, vous savez, hein, tous ces Raspberry Pi ou Arduino où on peut faire du développement maison de domotique ou de IoT, d'Internet des objets à la maison. Bon, ben Amazon arrive avec Core 2. Eux autres, c'est plus une démarche éducative là où tu peux avoir ton petit Raspberry Pi. C'est pas un Raspberry Pi hein, pour ceux qui connaissent ça là, mais c'est l'équivalent d'eux que tu as chez toi avec tous les frameworks qui vont bien pour se rattacher à AWS. Alors, on voit que au niveau éducatif, ils commencent à avoir des trucs physiques. Au niveau serveur, ils commencent à avoir des trucs physiques. Manquait les chaînes de fabrication. Ben, ils arrivent cette année avec Monitron puis Lookout. Qu'est-ce que c'est Monitron et Lookout? Monitron, c'est d'abord des services dans lesquels vous allez pouvoir, si vous avez une chaîne de montage, faire des prédictions de bris physique d'une chaîne de montage. Alors, ça va être de la température, de la vibration, de toutes sortes de petits paramètres que vous avez sur une ligne de montage. Là, vous êtes un Renault, vous êtes un Peugeot, vous êtes une grosse compagnie qui a ces lignes de montage-là, ou même une petite PME, ben vous allez pouvoir avoir l'intelligence artificielle d'AWS et la relier directement avec des appareils physiques sur votre chaîne de montage. Il va y avoir une espèce de prédiction qui va se faire et vous allez pouvoir réparer de manière préventive. Ou voir les risques, ouais, en fait ça, ou voir le risque, une sorte de cartographie des risques par rapport à ta chaîne de production. C'est incroyable. Puis dernier service physique, Lookout. Alors Lookout, il y a deux sous-services qui vont là-dedans. Ce que c'est, grosso modo, c'est d'être capable de bénéficier de l'intelligence artificielle à la maison. Alors, vous avez une chaîne de montage, vous avez des gens qui regardent s'il y a des défauts sur cette chaîne de montage-là. C'est pas un travail à valeur ajoutée pour un humain. Ben là, vous allez pouvoir avoir, avec Lookout, brancher des caméras et surveiller vos chaînes de montage. Et l'intelligence artificielle embarquée de Lookout va détecter s'il y a une anomalie dans votre chaîne de montage et auquel cas, arrêter la chaîne de montage, faire la vérification et repartir la chaîne de montage. L'exemple qui a été donné, c'est d'inspecter des puces sur des cartes vous savez les cartes vertes, je me rappelle jamais le nom là, mais des circuits imprimés. Des circuits imprimés. Bon, ben, l'exemple de Lookout, c'est une chaîne de circuits imprimés et c'est une caméra qui surveille, voir s'il y a un défaut sur ces circuits imprimés-là et à un moment donné, s'il y en a un, elle va être capable de le voir, chose que l'œil humain ne serait pas capable de faire. Alors, des services qui arrivent physiques, et je trouvais ça super intéressant de vous montrer, de vous en parler, qui commence à être accessible, pas juste sur les grosses entreprises, parce que Monitron, c'est quelques centaines de dollars, Lookout aussi, où vous pouvez brancher des caméras web
Alors, Ah ouais? c'est quand même pas très cher pour commencer à ajouter de la qualité, des valeurs ajoutées ou remplacer, ou pas remplacer des humains, mais plus dire, bon, ben, les humains, votre travail était triste, embêtant, emmerdant, vous étiez peut-être pas bon à faire ça, ben, on va le remplacer par le cadre, puis vous, on va s'occuper de vous pour faire d'autres choses à valeur ajoutée. Fait que ça, c'est les deux services dont je voulais parler, qui sont physiques. Il y a pas d'équivalent aujourd'hui, c'est une réelle innovation d'Amazon à ta connaissance, ou est-ce que l'innovation vient dans le fait qu'ils le rendent très accessible et très facilement déployable? Je suis plus dans l'écosystème Amazon et Google et j'ai pas vu ça auparavant. Je pourrais pas te dire dans les autres compagnies s'ils le font. L'avantage que je vois puis l'axe innovation que je peux voir, c'est si tu as tout ton développement qui est fait sur AWS, ton site web, ton CRM ou tous tes outils que tu as en tant que compagnie qui sont chez AWS, ben là de facto, tu vas pas commencer à greffer ta chaîne de montage là-dedans. C'est malin parce que AWS va avoir des nouveaux cas d'usage pour les clients, mais va les garder encore plus longtemps avec tous ces trucs-là. C'est de la domotique pour entreprise, en fait, quand on y réfléchit. C'est exactement ça, ouais. Non, mais c'est, avec les caméras, tu surveilles, ça reconnaît non pas les personnes, mais les pièces défectueuses. Ouais. Oh, non, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et oui, et puis il y a du lockout pour usine là, pour voir s'il y a des zones de chaleur, s'il y a des choses qui bougent. Vous êtes capable de régler ça, mais pour des centres d'usine. Bon, après, ça pose d'autres problèmes là, de surveillance des choses, là, ça c'est clair, là, mais lockout puis Monitron, c'est vraiment une entrée là, dans l'univers de l'amélioration d'une entreprise et d'une chaîne de montage. Je trouve ça cool. Oui, puis après, si en plus tu peux héberger tes propres serveurs pour être certain que les données restent chez toi, par la concurrence, c'est tout se complète en fait. Absolument. En fait, on voit que les lois, les choses, Amazon a compris ça et commence à défaire des morceaux. Voilà, exactement. Décentraliser certains services. Ouais. Toujours dans la décentralisation, est-ce que vous connaissez Lambda? Pas du tout. C'est une sonde? Non, Lambda, c'est un service qui est vachement cool. En fait, depuis quelques années, moi, j'utilise ça dans mes projets. C'est qu'à la place d'avoir un serveur, à la place d'avoir un container pour développer des choses, pourquoi pas juste payer à l'utilisation du code? Je vous l'explique. Amazon est arrivé avec ces services-là, ça s'appelle Lambda. Le principe, c'est du serverless, du sans serveur. C'est que vous êtes un développeur, vous codez, et normalement, pour interpréter du code, il faut le mettre sur une machine, et il faut payer la machine, puis à chaque fois que c'est utilisé, en plus de le payer. Alors, vous avez l'allocation de la machine, et après ça, vous avez l'allocation de la ressource, de la bande passante, et ainsi de suite. Lambda, c'est complètement réduire au maximum ce que le développeur a à faire, c'est-à-dire que vous prenez le code d'un développeur, vous le mettez dans Lambda, et à chaque fois que Lambda va s'exécuter, vous allez payer juste le temps de compute, le temps de processeur. Alors, ça a de foutus avantages au niveau monétaire, vous le comprenez. Et jusqu'à présent, on payait du Lambda aux 100 millisecondes. C'est-à-dire que dès que ton code prenait peut-être 2 millisecondes à se calculer, tu payais 100 millisecondes. Ça coûte rien. Pour vrai, Lambda, là, ça coûte absolument rien. J'ai fait un projet où il y avait 4 millions d'appels Lambda. Ça a coûté en bas d'une dizaine de dollars. Mais oui, on a quand même réduit ça. C'est sûr que mon code était moins gros, mais des fois, il y a des entreprises qui ont des gros codes. Ça a des impacts monétaires. Et là, Lambda est chargé. La facturation est aux millisecondes. C'est juste hallucinant qu'on soit capable, en 2020, de facturer à la milliseconde. Moi, un plombier, j'aimerais ça que je sois facturé à la milliseconde. C'est une blague, vous comprenez, mais on en arrive à des niveaux incroyables de tarification qui sont abattables. Vous pourriez pas avoir ça dans une salle de serveur chez vous. Alors Lambda, ça c'est la grosse nouvelle qui est arrivée avec de la tarification à la milliseconde. Autre grosse nouvelle, QuickSight. Pour ceux qui connaissent le SQL, là, c'est un langage d'interrogation de BD, de base de données. Eh bien, on arrive avec QuickSight Q, qui est de l'interrogation de données humaines. Alors, typiquement, pour ceux qui connaissent l'informatique un petit peu, si vous aviez une base de clients, jusqu'à présent, il fallait, pour interroger toutes les personnes qui s'appellent, exemple, Guillaume dans ma base de clients, il aurait fallu que je fasse un SQL, un select, étoile, from, la table du client en anglais, composer quelque chose avec une syntaxe spécifique pour avoir mon résultat de réponse.
Ben, puis maintenant, avec QuickSight, c'est qu'on fait juste interroger, donne-moi tous les clients qui sont dans cette liste-là, qui s'appelle Guillaume, en français, là, en l'occurrence, dans votre langage à vous, et automatiquement, il va vous le restituer il va vous restituer les données sans connaître aucune syntaxe. Alors, pour les data scientists, pour les scientifiques de données, c'est vraiment un gros avantage d'avoir ce nouveau projet. C'est vrai qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont assez incroyables en matière de visualisation de données. Ouais. Tu leur envoies des masses de données assez informes et après tu vas faire des requêtes pour avoir des jolis graphiques que les managers de l'entreprise vont arriver à comprendre. Donc si je comprends bien, il y a ce travail qui est largement simplifié, sans doute à gros coups d'intelligence artificielle, Matt, là-dessus. Clairement. Et puis QuickSight va bien avec les services qui sont apparus l'année passée ou Glue. AWS Glue, G-L-U-E, tu prends des masses de données là, de n'importe quel format et Glue était capable de toutes les restituer dans un bloc de données que tu pouvais interroger avec du SQL Server normal, hein, pour ceux qui connaissent ça, un langage d'interrogation. Alors, tu pouvais avoir des logs qui sont des fichiers, des flat files, là, des fichiers plats, des bouts de SQL, des bouts de fichiers. Glue était assez intelligent, avec l'intelligence artificielle en arrière, de restituer ça et de trouver des schémas de données que tu pouvais interroger en langage SQL. Là, on en met une couche par-dessus tout ça, c'est qu'on peut l'interroger en langage humain. Donne-moi tous ceux qui ont fait telle consommation dans ces données-là et il va être capable de sortir de l'information. Alors, on voit que moi, c'était ma prédiction pour 2020 du low-code, no-code. Là, on en rajoute de l'intelligence artificielle à travers tout ça qui fait que ça devient de plus en plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde de faire de l'informatique. C'est vrai que moi, la vision que j'ai de ces services-là, Matt, à chaque fois que tu en parles, à chaque fois que je t'en entends en parler, c'est que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont pour les très gros, les mastodontes, ceux qui aiment les dispositifs très techniques. Mais plus le temps passe, plus je change un petit peu mon regard en comprenant qu'au contraire, c'est une manière pour les structures, qu'elles soient d'ailleurs grosses ou moyennes. J'imagine évidemment que le petit artisan du coin va pas s'appuyer forcément spontanément sur les technologies Amazon, mais va avoir au contraire plus de facilité à aller développer des choses sans avoir une connaissance fondamentale du développement d'applications, de services, d'infrastructures. J'ai juste, ça rend les choses plus simples en fait. Ouais, totalement. Puis le dernier, et après ça, je vous lâche la grappe avec AWS. J'ai un truc à dire après sur AWS, mais termine. Excellent. Dernier service que vous devez connaître, qui est hallucinant, ça s'appelle AWS Connect. AWS Connect, qu'est-ce que c'est? C'est une centrale téléphonique que vous pouvez programmer vous-même tout seul pour quelques dollars. Vous m'avez bien entendu, une centrale téléphonique que vous avez à vous, dans lequel vous allez pouvoir faire des conditions, envoyer des SMS avec un numéro de téléphone. Oui, et ça existe, et c'est incroyable, Connect. Moi, j'en ai des frissons quand j'en parle. Connect vient d'arriver avec sa couche d'intelligence artificielle. Alors, si vous avez développé une centrale de téléphone avec ça, avec des automatismes et ou une centrale pour des téléphonistes que vous auriez chez vous, parce que vous pouvez faire ça avec Connect, là, vous avez maintenant Lens, un nouveau service qui, en temps réel, lorsque vous allez parler à votre interlocuteur, va vous trouver des solutions basées sur un CRM, basées sur des banques de données que vous auriez d'intelligence d'affaires que vous auriez chez vous. Alors, typiquement, on n'a qu'à penser à une compagnie qui se spécialise dans le cellulaire et qui, quand des clients appellent, des gens ont des problèmes, Amazon Connect va détecter la personne qui parle, va détecter ce qu'elle dit et va aller fouiller dans la banque, dans la FAQ ou dans les forums, la réponse qui pourrait être pertinente en temps réel à ce que la personne vous dit. C'est juste hallucinant, ce principe-là. Je sais pas si vous avez idée de toute l'intelligence qu'il doit avoir en arrière, mais c'est fou. En fait, ça vient renforcer les hotlines, quoi. C'est le premier niveau. Oui, exactement. Mais c'est le dispositif dont on avait déjà parlé d'appeler en gros avec Google Assistant ton coiffeur et que ce soit lui qui réserve ton rendez-vous. Finalement là c'est inverser un petit peu cette solution et si je comprends bien il est capable d'interagir intelligemment comme si c'était une vraie voix humaine qui décroche et qui répond. Non,
tu peux le faire comme ça, oui, tu peux le faire comme ça. Mais là, c'est vraiment pour ta hotline où tes gens sont au téléphone, tes téléphonistes sont au téléphone. Désolé, j'ai pas le nom masculin, mais les gens qui répondent au téléphone, qui prennent l'appel, qui prennent la personne qui est en problème et en temps réel, en fonction de ce qui est dit, va suggérer des parties de réponse. Ok, d'accord. Alors, ce que tu viens de dire là, tu pourrais aussi le régler automatiquement avec une voix synthétique, avec Lex en arrière qui va te recréer une voix synthétique. Mais moi, ce dont je te parle, c'est vraiment des trucs avec peu ou pas de code. C'est des choses qui se branchent à ton Salesforce dans ton bureau, qui se branchent à des choses comme ça. C'est une analyse à la volée, de la voix à la volée, quoi. Une analyse de la voix à la volée. Et l'autre affaire qui est vraiment cool, ça s'appelle Connect Voice ID. Vous savez, quand vous appelez une compagnie et que la compagnie, pour vous identifier, vous pose 3-4 questions. Ah oui, pour t'identifier, être sûr que c'est bien toi. Ouais. Exactement. Alors, Connect Voice ID a résolu ce problème-là. C'est en preview pour le moment. Ils vont être capables, en fonction de bonjour, comment ça va? Oui, j'ai tel problème. De vous identifier automatiquement, dire, OK, c'est Sébastien. Il m'a déjà appelé pour tel problème. Il est identifié à 100% ou à 99,999%. Puis on peut continuer la discussion avec lui pour résoudre son problème. C'est juste délirant. C'est même pas relié au téléphone. C'est vraiment relié à l'empreinte vocale que vous avez dans ces compagnies-là. Ça se base sur la sémantique, les mots utilisés, le contexte, ou est-ce que c'est basé sur le ton de la voix? Ce sur quoi j'ai du mal à penser qu'il pourrait y avoir une quelconque fiabilité. Mais... Voice ID a juste besoin de 10 secondes de ta voix pour authentifier. Alors, c'est un peu tout ça, je te dirais. Faut pas être dans un tunnel. Et si c'est Google Duo qui appelle, bref, on va tester. Ils peuvent avoir des dialogues effectivement intéressants sur le sujet, ils n'arriveront pas à identifier. Alors, faites un tour sur Amazon Connect, ça coûte absolument rien. La majorité des trucs chez Amazon sont gratuites ou tu sais dans la première année ou à usage, t'as 760 heures d'usage de tel type de serveur. Ça commence à se démocratiser de manière hallucinante. Il y a des choses vraiment cool, dont ce produit-là, Amazon Connect. Je vous jure, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Bon, on va les regarder. Il y a de toute façon les références dans les notes de l'émission. Moi, je trouve ça génial parce qu'on n'avait pas ce regard, Matt. Donc, tu nous apportes un éclairage hyper concret là-dessus. Gaëtan, tu voulais compléter spécifiquement sur AWS? Oui, pour AWS, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de la Formule 1. Et ça fait maintenant 2 saisons que Amazon Web Services est partenaire et donc va même analyser en temps réel différentes informations sur les courses. Les temps, etc., ceux qui se rapprochent, qui va plus vite, etc. Mais ils analysent également l'usure des pneus. Et ça fait 2 ans qu'ils racontent n'importe quoi sur l'usure des pneus. C'était juste... J'ai pensé à ça par rapport aux millisecondes, en fait. Ça m'a fait tiquer à ça. C'est du n'importe quoi. Enfin, c'est du grand, mais bon, bref. Ils sont pas si fiables que ça, tu vois. Non. Alors, tous ces services présentés sont très bien, mais si derrière l'intelligence artificielle ne fonctionne pas, non. Si le fond de l'intelligence est pas là, que va-t-on faire? Tu voulais conclure d'ailleurs, Gaëtan, sur les services Amazon. T'avais un petit oui, c'était ma petite, c'est pas du niveau de... Petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, puisque on approche des fêtes de Noël, et la reine Elisabeth II, donc Grande-Bretagne, va passer ses traditionnels vœux auprès de son peuple. Nation, le peuple, je sais pas, plutôt, oui, en Angleterre. C'est sujet. Je suis un sujet de la reine. C'est sujet, t'as raison, en plus, donc c'est sujet. Et pour la première fois, ça va passer sur Alexa. Donc si vous êtes en Angleterre, si vous avez un Alexa, vous pouvez demander à ce que écouter les bons vœux de votre reine. En plus, au passage, moi je teste en ce moment le Echo Show 5, le vieux là que j'avais eu pour pas cher. En fait, je suis assez bluffé. Je t'ai entendu souvent, Matt, relayer la qualité d'Alexa. Mais en fait, c'est vrai que je trouve ça très sympa, et même dans un contexte d'interaction avec une famille, avec des enfants, je trouve qu'ils font les choses intelligemment. Tu disais que t'étais un sujet de la reine, Matt, vraiment, toi? Oui, malheureusement. Tous les Canadiens sont des sujets de la reine. Pardon, mais oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, oui, c'est pour ça. Sur notre monnaie, on a la reine d'Angleterre. Et sur tes Alexa. Voilà. Sur ton horloge. Je me réjouis. Et moi, comme j'ai les 2 nationalités, je vais alors, je vous explique, je vais avoir le discours du premier ministre québécois, je vais avoir le discours du premier ministre canadien, je vais avoir le discours de la reine, et puis comme je suis aussi de nationalité française, je vais avoir Macron. T'as vraiment la totale, t'as les meilleurs, on peut dire. Tu demandes à la AWS de te faire une synthèse.
Tu enverras tout ça effectivement dans Connect et puis il va te donner des restitutions d'orientation politique dans le monde. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup en tout cas Matt pour ce complément. On va parler un petit peu maintenant de Solar Burst. Comme je le disais, le nom de Sunburst. Le nom est très vendeur. Ce qu'il faut résumer, et ça fait un petit peu écho à ce que Guillaume Poggiaspala avait relayé dans le précédent épisode de Tech Café, notamment au niveau de l'attaque de FireEye, qui est un acteur de la sécurité. Il s'avère que on a eu la confirmation qu'un logiciel qui s'appelle Orion, distribué par l'entreprise SolarWinds, excusez-moi si je le prononce pas bien, qui est une application qui permet de gérer les parcs informatiques. D'ailleurs, Matt, tiens, au passage, je sais pas si tu connaissais ce logiciel. Moi, je le connaissais pas du tout. Je l'ai découvert à l'aune de ces news. Tu connaissais son usage? Non, absolument pas. En gros, imaginons que c'est un logiciel qui permet de faciliter la gestion d'un parc informatique. Évidemment, j'imagine un parc informatique d'assez grande ampleur, donc sur des mises à jour, sur la gestion des logiciels, et sur la supervision du réseau, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce logiciel a été distribué depuis mars de cette année 2020 en toute transparence avec du code malveillant. Donc directement dans le code source de l'application Orion, avant même d'être compilé, était injecté du code malveillant, ce qui en fait une attaque assez déroutante de par sa portée, parce que en fait énormément d'entreprises très conséquentes, dont Microsoft au passage, utilisent Orion pour la gestion de leur parc informatique. Et le fait de s'être greffé directement dans le code source, on peut faire une analogie. J'ai entendu ça dans un podcast du New York Times que j'ai trouvé assez intéressante et assez parlante, donc je la réutilise éhontément. Imaginons qu'on veuille attaquer ou infiltrer en tout cas un tank. Le plus simple, ça pourrait être le plus compliqué au contraire, ce serait de vouloir aller attaquer directement ce tank et d'aller injecter un micro-espion à l'intérieur. En fait, ce qui serait beaucoup plus simple, ce serait de compromettre une des pièces détachées qui sert à l'assemblage du tank. Et là, c'est là où c'est très très malin, c'est que pour cibler des entreprises ou des administrations américaines, il a été extrêmement bien vu de la part des entités mal intentionnées d'aller injecter leur code malveillant directement dans le logiciel qui était lui-même distribué auprès d'entreprises pour la gestion de parcs informatiques. Ça en fait une attaque de type supply chain, comme on le dit, chaîne d'approvisionnement. Et donc, depuis mars 2020, il y a cette application qui a été distribuée, utilisée, en étant signée par l'éditeur, avec ce code malveillant, qui avait comme conséquence directe le fait de permettre de l'administration et de la récupération d'informations à distance. Microsoft a admis depuis le 17 décembre, depuis quelques jours, avoir été concerné par cette distribution de ce logiciel avec sa version malveillante. Mais même depuis quelques jours, voire quelques heures, on a des nouvelles précisions qui nous montrent que, évidemment, les entreprises seraient très nombreuses. Il y aurait Intel, il y aurait Nvidia, il y aurait Cisco, le cabinet Deloitte. En fait, je pense que de jour en jour, on va découvrir des entreprises et des très gros noms de la tech qui ont été concernés par cette attaque. Mais en première ligne semblerait être un certain nombre d'administrations américaines, dont quand même, excusez-moi du peu, l'administration qui gère les ressources d'énergie nucléaire militaire aux États-Unis. Bon, il y en a plein d'autres. Mais c'est... Alors, quand tu es basé sur ton développement sur plusieurs... Je dis pas que c'est ça, je connais pas, mais ça arrive assez fréquemment qu'on fasse des développements avec beaucoup de librairies, des librairies ouvertes, des choses qu'on reprend un peu partout. Ça me surprend juste même pas ce que tu dis là. Ouais, effectivement. Alors là, c'est même pas la distribution, si tu veux, d'une bibliothèque qui serait compromise, mais ce serait directement dans le code source en 2 étapes, d'ailleurs, a priori, d'après ce qui a été analysé, que le code aurait été injecté. Enfin, t'imagines, t'ouvres le projet de développement et directement dedans, t'aurais des lignes de code qui auraient été rajoutées. Alors, on n'a pas tous les détails de manière extrêmement précise de la manière dont ça a été mis en œuvre. Et surtout, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que SolarWinds, qui est cette entreprise qui distribue ce logiciel, était reconnue depuis au moins un an comme étant un acteur relativement peu fiable en matière de protection et de sécurité. Il y a un chercheur qui avait affirmé l'an dernier qu'il était
possible d'accéder aux serveurs de mise à jour de l'entreprise. Et il avait même contacté l'entreprise pour qu'elle change le mot de passe d'accès qui était a priori SolarWinds 123. Donc évidemment, c'est pas le mot de passe le plus sécurisé qu'on puisse imaginer sur ce sujet. Et ce qui est assez dingue de par la portée en termes de durée, depuis mars 2020, et on le détecte que ces dernières semaines, auprès d'un très grand nombre d'entreprises qui vont pas toutes probablement se déclarer, c'est que c'est un peu frustrant, mais les entreprises qui gèrent bien leur parc informatique avec ce type de logiciel sont plutôt exposées, alors que celles qui géraient plutôt mal leur parc informatique sont plutôt protégées de cette attaque. Alors, dernier truc louche à souligner sur ce sujet, avant de voir un petit peu si ça vous évoque des réactions, et c'est un peu les derniers rebondissements qui font de cette affaire plus qu'une affaire tech et peut-être une affaire un peu à la James Bond, c'est que 2 des investisseurs qui possédaient 70% des parts de la société ont vendu pour 280 millions de dollars d'actions le 7 décembre. Le lendemain, juste le lendemain de cette vente, il y a FireEye qui rendait public l'intrusion sur son système, donc c'est ce dont avait parlé Guillaume Poggiaspala dans le dernier épisode, sans avoir encore identifié SolarWinds comme l'origine de l'attaque. Évidemment, depuis la présentation de Sunburst dimanche dernier, l'action du groupe a plongé de 22% et il est assez difficile d'imaginer que l'action puisse remonter de manière très très importante pour retrouver son cours initial. Ça en fait une attaque historique qui est passionnante et qui ne fait finalement que commencer par rapport à ces conséquences qu'on va voir arriver dans les jours et les semaines à venir probablement. On retrouve même des traces, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'une autre attaque qui s'appelait Supernova, qui a été annoncée là juste aujourd'hui, donc une ancienne attaque qui a été découverte. Édifiant, je sais pas si ça vous évoque des réactions ou des questions à votre niveau, Gaëtan, Matt. Moi je trouve ça fascinant à suivre et surtout je trouve ça dingue quand on s'en soit pas rendu compte depuis mars et de savoir que toute l'administration américaine a pu potentiellement être impactée. Si ça se limite qu'aux États-Unis. C'est comme tu as dit justement, pour l'instant certains se sont déclarés, qui ne s'est pas déclaré, qui ne s'en sait, enfin c'est ouf. Ça va, non mais c'est impressionnant, c'est hallucinant cette histoire. Et alors ce qui est génial, c'est que les acteurs, donc évidemment Microsoft et FireEye, qui sont en première ligne pour bosser à contrer cette attaque et essayer de corriger tous les problèmes, ont pris contrôle du site, donc on appelle ça le control on command, qui permettait de superviser l'attaque à distance. Et c'est là où ils peuvent justement retrouver des traces d'appels de code compromis qui remonteraient vers ce site web et donc identifier la totalité des entreprises qui seraient concernées par ce code malveillant. C'est contre-attaque, quoi. C'est une vraie cyberguerre. Est-ce que c'est SolarWinds ou SolarWinds avec un S? SolarWinds avec un S probablement. J'ai pu commettre la coquille, Matt. Et tu vois, ce qui m'interpelle et me questionne beaucoup, c'est que là, je suis sur leur page. Ils ont une page, là, le Trust Center de SolarWinds, où ils font état, parce qu'une bonne entreprise se doit d'être transparente, ils font état de leur type de cycle de développement, où ils ont écoutez, la page, elle est juste énorme. Elle est énorme. Elle explique tout ce qu'ils font et qui explique aussi qu'ils font du security testing, dynamic analysis, static analysis. Alors, ils font de l'analyse. Ce qui m'effraie encore plus, c'est qu'ils sont certifiés ISO 27001, qui est dans des bonnes accréditations de sécurité, mais ils sont aussi SOC 2. Et SOC 2, c'est un contrôle de sécurité très élevé qui sont faits de type 1 et 2. Et pour connaître ça, je vous dis, je comprends pas que ça ait pu se passer. Ils sont Private Shield, Privacy Shield, bref, ils ont des certifications sur leur site. Alors maintenant, on peut mettre des images sur un site? Moi, je suis bon. C'est ça ma question que je vais te poser, ouais. Est-ce qu'ils peuvent l'annoncer ou est-ce qu'ils sont réellement certifiés? Ce qui veut dans ces cas, ça discréditerait, ça peut avoir un impact très fort. Je te laisse terminer, mais la AWS, tout ce que t'expliques tout à l'heure avec AWS, tous les services qui mettent dedans, tu dis demain, ok, je mets de la AWS partout, dans tout, parce qu'ils veulent rentrer partout, de ce que t'as expliqué, ce qui est très bien. Mais si demain le truc est pas fiable et t'as un piratage massif à travers ça, et ben tu touches énormément d'entreprises.
Oui, bon, alors, deux choses. Alors, la première, c'est les accréditations. Lorsque tu fais affaire avec une compagnie comme ça, tu dois aller vérifier les organes d'accréditation. Alors, il y a une entreprise indépendante qui doit faire ces vérifications-là et donner à chaque année ou à la fréquence de la certification un bulletin. Ce qui veut dire, et ce qui pourrait dire, je dis pas que c'est ça, ce qui pourrait dire, c'est que soit les gens qui ont fait affaire avec SolarWinds ont pas fait leur devoir, parce que quand tu achètes, tu dois vérifier, ou soit ça a été de l'information erronée ou de la falsification. Je dis pas que c'est ça. Je fais juste émettre certaines hypothèses. Et toi, ce que tu mentionnes par rapport à AWS et Azure, Microsoft ou Google, c'est des choses que moi, personnellement, je suis habitué de travailler. Les AWS, les Microsoft et les Google de ce monde doivent travailler dans des cadres très, très restrictifs avec des cadres légaux et des choses comme ça pour lesquelles on reçoit, quand on fait affaire, toutes les accréditations, les firmes qu'on validé, ce qui veut dire que s'il y avait une coquille, ça ressortirait. Et s'il y en a pas puis qu'il y en a une quand même, ben là, ça veut dire qu'il y a un système qui est implanté qui ne vérifie pas, tu comprends? Fait que ça soulève beaucoup de questions. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut mettre le doute sur doute sur l'ensemble de la profession, du domaine bon, bref, sur l'ensemble du truc. De l'industrie. L'industrie, merci. Sur l'ensemble de l'industrie. À un moment donné, tu dis, OK, SolarWinds, qui est censé être justement, garantir ça, avec tous les certificats tels qu'annoncés, mais comme tu dis, je pense que dans les prochaines semaines, on en saura peut-être un peu plus par rapport comment ça en est arrivé là, mais, si eux, ils sont dedans, enfin, ils se font avoir quelque part, ils se font pirater, mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de mon, gestionnaire de mot de passe? Qu'en est-il de ma banque avec mon numéro de carte bleue? Qu'en est-il? Enfin, tu peux mettre le domaine, enfin, les gens moins initiés, on va dire, monsieur et madame, tout le monde, vont dire, bah ça y est, tout l'informatique, tout est verrouillé, on peut avoir confiance dans rien du tout. Et ça va remettre en question pas mal d'acquis, je pense, en termes et même de confiance en matière de sécurité. En tout cas, sont pointés du doigt les groupes, les groupes identifiés comme les APT dont on a déjà parlé dans le précédent épisode, a priori d'origine russe. Tout semblerait être désigné plutôt des organismes russes. Alors Donald Trump, lui, il dit que non. Il dit que c'est les Chinois et qu'en plus ça aurait des impacts sur l'élection américaine, bien sûr. Évidemment. Mais il a aucun élément qui permet d'étoffer ça. En tout cas, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose de massif, de grande ampleur, qui peut avoir beaucoup de répercussions, dont on va voir des actualisations probablement dans les jours et dans les semaines à venir, et qui est probablement historique. Rubrique jeux vidéo dans un tout autre registre pour apporter un petit peu de légèreté dans notre ActuTech, aussi pour faire nos petits clins d'œil à Guillaume Poggiaspala, à qui ça tient à cœur, cette rubrique jeux vidéo. On va essayer d'être digne des news qui sélectionnent chaque semaine à ce sujet. C'est facile, il suffit déjà de parler un petit peu de Cyberpunk 2077, puisqu'on a des petites actualisations là-dessus. Le jeu est retiré tout simplement, ni plus ni moins, du PlayStation Store, et le remboursement est possible sur Xbox, mais il y a sur Xbox, sur la plateforme Xbox de distribution des jeux vidéo dématérialisés, il y a un message d'avertissement. Alors, assez discret, mais il est présent quand même. Gaëtan, je sais que tu as une PlayStation 4 Pro, je dis pas des bêtises. 4. Tu t'es pas risqué à tester Cyberpunk 2077? Non, je me suis dit déjà j'ai pas trop le temps. Et puis le jeu, j'ai pas suivi le jeu. Je sais que ça faisait une grosse hype et j'ai pas suivi quel était le principe de ce jeu. Enfin, sur quelle base c'était. Est-ce que c'était un jeu de rôle? Est-ce que c'était un... Oh, c'est un RPG, on va dire. C'est RPG, en fait, c'est un RPG. Donc j'ai vu ça récemment, mais les RPG sur console, j'ai du mal. Bon, il y en a beaucoup qui disent que d'ailleurs effectivement viser à la manette c'est une catastrophe. C'est en tout cas ce qui a été dit sur le serveur Discord de TechCafé. Moi je fais partie. Mais il y en a beaucoup qui se sont rabattus sur Google Stadia et qui disent que ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs Cyberpunk 2077 sur Stadia, même s'il n'y a pas tous les effets de wow wouf qu'on aura sur les PlayStation, sur les consoles de prochaine génération. Par contre, pour info, Google Stadia arrive sur iOS avec la même techno que ce qui a été présenté pour l'acteur Luna, donc Amazon, pour le cloud gaming, pour le jeu vidéo sur le cloud, et donc il s'agirait tout simplement là aussi d'une web app. Donc vous utilisez Safari, le navigateur, vous allez sur Stadia, vous partagez ça pour avoir vraiment une instance du navigateur dédiée à ce sujet-là, et a priori ça marcherait plutôt
plutôt pas mal. Il y a encore quelques petites imperfections sur la gestion du périphérique d'entrée. Matt, toi qui suis justement Amazon de près, j'imagine que tu avais vu au moins passer la proposition de Luna, et ça a été les premiers à proposer le fait d'utiliser le navigateur pour contourner un petit peu les contraintes de distribution des applications par Apple. J'imagine que tu avais suivi ça un petit peu. Est-ce que tu as testé, toi, Matt, Google Stadia, ne serait-ce que pour la beauté des performances ou pas? Ouais, un gars de cloud, hein, ça devrait avoir testé bah ces oui, choses-là. c'est ce que j'attends de toi quand même. Ben oui, mais non. Moi, j'attends Luna de AWS qui va sortir. Ou je sais qu'il y aura peut-être pas beaucoup de jeux au début, mais je suis une personne d'écosystème, alors je vais rester dans mon écosystème. Oh, c'est beau. T'es fidèle, hein. Entre le fait que tu es Apple fanboy et Amazon soutien de ce type-là, c'est beau. Gaëtan, d'ailleurs, tu rajoutais là en live dans les notes de l'émission qu'il y a une petite évol effectivement sur Google Stadia Pro de courte durée, mais oui, en fait Google on peut tester désormais Google Stadia Pro sans carte bleue, juste avec son compte Google pendant 30 minutes. Alors c'est juste 30 minutes de test, et comme en fait il n'y a pas de jeu à télécharger et installer, on peut vite rapidement s'apercevoir si le service fonctionne bien et si les jeux proposés correspondent à nos attentes. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais, c'est pas mal, surtout le fait de pas du tout mettre sa carte bleue, c'est un bel engagement. Je pense qu'il pourrait aller un peu plus loin que simplement 30 minutes, il pourrait honnêtement faire une semaine, ce serait pas plus mal, mais ça va dans le bon sens. C'est fou, et j'ai l'impression que ça fait au moins 4 ou 5 épisodes de Tech Café, on n'arrête pas de dire que Google Stadia va dans le bon sens. Après, si t'as plusieurs comptes Google, tu peux tester plusieurs fois 30 minutes. Ouais, oui, effectivement. mais tu recommences toujours ta partie, en fait, c'est un peu le... Oui, mais tu veux tester d'autres trucs, voir si ça fonctionne. C'est vrai. T'es malin. Dernière chose, parce que ce sera probablement quelque chose qu'on suivra l'année prochaine, pas spécifiquement sur le sujet dont je vais parler, mais peut-être globalement sur les tendances, c'est un parc d'attractions. Oui, mesdames et messieurs, le parc d'attractions Super Nintendo World au Japon. Donc cet événement physique, hein, peut-être que beaucoup ont oublié. Oui, il fut un temps où on pouvait avoir des interactions avec des parcs physiques, aller en extérieur, se rassembler entre amis. On en sait un petit peu plus sur le Super Nintendo World parce que le papa de Mario nous a fait une démonstration de plusieurs éléments du parc d'attractions. Donc c'est Miyamoto, hein, qu'on suit dans une vidéo sur YouTube où il nous montre plusieurs éléments. On se croirait vraiment, c'est assez fou, on se croirait vraiment chez Disney World, mais avec Nintendo. C'est assez bluffant et c'est très enthousiasmant. Ça donne envie de pouvoir ressortir de chez soi. Et encore une fois, ce qui m'intéresse moi dans cette proposition, c'est dans quelle mesure est-ce que nous, êtres humains, on va se recentrer sur des événements physiques en 2021, si tant est qu'on puisse être libéré de notre Covid qui nous aura occupé toute l'année 2020 au moins. Mais est-ce qu'il va y avoir un regain d'intérêt massif pour les événements physiques, comme le laissait entendre Guillaume Poggiaspala dans le dernier épisode avec les cinémas par exemple? C'est tu mises sur quoi, Matt? Retour massif des événements physiques dès que c'est possible, ou est-ce que les gens vont avoir pris l'habitude de profiter des événements d'un point de vue numérique? On parlait souvent des présentations Apple, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises cette année qu'on appréciait presque plus les présentations Apple qui étaient montées en vidéo qu'en physique. Tu mises sur quoi pour 2021? Ouais, il y aura pas de blanc ou noir, hein. Dans la vie, c'est une question de temps, de teinte de gris. Alors d'après moi, il va y avoir un peu de tout, mon capitaine. Mais c'est sûr que ça a donné un bon coup pour le numérique, notamment pour le commerce numérique, des petits commerçants, des choses comme ça, qui ont vu le pouvoir, le réel pouvoir du numérique. Mais reste qu'un événement, un spectacle, c'est pas tout à fait la même chose en numérique qu'en réalité, hein. C'est une expérience, puis on est dans une vie d'expérience, on aime les expériences. Alors je pense que ça va revenir, tout ça. Bon, on le souhaite de tout cœur en tout cas. Je vais terminer très très rapidement en citant quelques news qu'on avait prévues en vrac, même si j'explose le timing, mais là encore, peut-être que je profite que Guillaume Poggiaspala n'est pas là pour déborder un peu, parce qu'il, vous le savez pas, mais en coulisses, il est dur aussi sur le temps maintenant. Il sait bien contenir les sujets. Et il élimine les en vrac. Profite. Donc voilà, j'en profite. Quelques news en vrac et je vous laisse réagir. L'émulation de la Switch qui serait à portée de développement sur notamment le Mac M1 qui serait facilitateur. Alors on n'y est pas encore, hein, il y a beaucoup de bugs, mais on arrive à émuler la Switch sur ordinateur. Intéressant. C'est vrai que ça me faisait me rappeler que Nintendo avait été assez précurseur bien avant Apple pour proposer des machines principales qui étaient sur processeur ARM, donc intéressant. Microsoft qui serait dans les pas aussi du M1, notamment pour ses serveurs. Là, je sais pas si tu auras des...
Non, ils sont pas dans les pas du M1, ils sont dans les pas de Graviton, de chez AWS, que ça fait 3 ans qu'ils ont sorti leur propre processeur. AWS et Microsoft fait comme fait Microsoft, ils copient. Alors oui, Microsoft a compris que c'était une bonne idée d'avoir un processeur très performant, mais très économe pour ces centres de données. C'est la ressource qui leur coûte le plus cher, les centres de données, l'électricité. Et d'être capable de fournir un service au moins cher possible, c'est la base, le fondement d'une entreprise. Alors Microsoft s'en va dans des processeurs un peu moins gourmands que des Intel et des AMD, tout comme l'a fait il y a 3 ans Amazon. C'est bien de remettre les choses dans leur contexte et en perspective, Matt. Bien joué. Alors toujours peut-être dans les technologies cloud, là on est plus dans le stockage froid de longue durée avec du gros volume de données. On a IBM et Fujifilm qui ont développé un nouveau prototype de cartouche à bande magnétique, donc une nouvelle itération technologique. En 2017, on avait comme point de repère des stockages de 330 téraoctets de données. On passe là à 580 téraoctets de données sur une simple cartouche. Donc très impressionnant de voir que ça peut autant avancer. Le Bitcoin qui renfranchit le record des $20 000, le Venezuela qui profite pour organiser ses militaires pour miner massivement des Bitcoins et tenter de se créer un trésor de guerre, une étude qui montre notre schizophrénie sur la tech, en particulier en France, avec 56% des Français qui se disent désormais inquiets vis-à-vis des nouvelles technologies, donc c'est plus 15 points par rapport à l'an dernier, mais on est pourtant plein de contradictions parce que 61% des sondés estiment que les évolutions technologiques sont synonymes de progrès pour l'humanité et 75% déclarent même être intéressés par les nouvelles technologies de manière générale. Ça montre à quel point on est ambivalent sur la tech. Une étude, vous l'aurez dans les liens des notes de l'émission, qui commence à souligner une causalité et non plus une corrélation entre nos usages sur les réseaux sociaux et la dépression auprès de certaines populations. Et puis enfin, pour terminer, Alibaba Cloud, qui est pointé du doigt pour avoir développé un algorithme de reconnaissance faciale raciste dédié aux Ouïghours, duquel se désolidarise d'ailleurs Alibaba et dit c'est pas bien, c'était un test. Il semblerait en tout cas que c'est une techno qui était à dispo, qui a été très récemment débranchée dès qu'elle a été soulignée. Est-ce qu'il y a une news chacun qui vous retient particulièrement votre attention et sur lequel vous voulez réagir? Gaëtan, peut-être? Le Bitcoin. Ah, mais forcément, parce que toi, tu mines ton Bitcoin dans ton garage encore et toujours. C'est pas de Bitcoin, c'est Ethereum, mais ouais. Il a même dépassé les $22 000. 22 000, ouais. Donc, record là-dessus, à suivre. Non, moi, c'est Bitcoin, mais non, en fait, j'ai rien à dire sur le Bitcoin. C'est juste que, par rapport à la schizophrénie sur la tech, comme quoi les gens aiment bien, mais finalement, ils s'en méfient beaucoup plus en 2020 qu'en 2019. Je pense que c'est relationnel, relation plutôt au Covid. Et pour rebondir ce que tu as demandé tout à l'heure à Matt, je pense qu'il va y avoir une énorme explosion de tout ce qui est événement physique en post-Covid, donc 2021 j'espère. Concerts, cinéma, parcs d'attractions, barbecue, mais ça va être un truc de jeu. Barbecue surtout. Ouais, mais ça c'est gros, ça va être. Si vous avez, ça va être 2021 barbecue. Vous voulez investir dans une entreprise, une start-up barbecue. Start-up barbecue, j'organise des barbecues chez les voisins. Enfin non mais ça va être, je pense que ça va être assez, on va avoir le contre-coup, mais ça va être assez fort. Parce que justement, je pense que les gens ont vu la limite de la tech, les bienfaits pour certaines choses. Les trucs à distance, le télétravail, on voit les limites de ce qu'on aurait toujours voulu faire. Donc on l'a fait et on voit quelles limites ça peut poser en termes humains ou en termes personnels vis-à-vis des relations avec les autres. Donc je suis convaincu que ça va. Voilà, c'était mon petit cœur rejoint vos intentions pour 2021 en tout cas. C'est bon, enfin, barbecue, Matt, alors. une dernière réaction sur les news que j'ai listées ou pas d'ailleurs, comme tu préfères. Alibaba Cloud, avec son développement pour la reconnaissance faciale, AWS a fait aussi des erreurs par rapport à ça. Petit clin d'œil dans le cloud, s'il y en a un à surveiller après AWS, ça va être Alibaba. Ouais. Parce que technologie sans doute plutôt performante, mais probablement avec une gestion des coûts différente et qui va peut-être s'ouvrir au monde, tu penses? Et des ressources et un gouvernement qui peut faciliter certains trucs, effectivement. Enfin, des données. Hein. Enfin, bref, pardon. Sans débat. On verra vers quoi ça nous mène, mais ce sera probablement quelque chose à suivre de très très près. Gaëtan Matt, je voulais vous remercier très chaleureusement d'avoir participé à cet épisode qui est un des derniers, comme je le disais, de cette année 2020, qui conclut un petit peu une année d'actualité tech pour le moins étonnante et qu'on n'aurait pas du tout soupçonné il y a
a 1 an de cela. Pour aller un peu plus loin, on peut vous suivre individuellement. Gaëtan, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur le site cotigeek.fr, qui est un blog, mais dans lequel vous avez les liens également sur la chaîne YouTube du même nom. Et pour lequel tu as été très actif ces dernières semaines, et bravo à toi, pas mal de production de contenu, des épisodes de podcast et de streetcast, blog audio réguliers, et donc c'est à souligner. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Profduweb.com, c'est l'adresse pour retrouver là où je sévis sur Internet un peu partout, sur Medium, sur Anchor, en podcast en fait. On a tous les liens dans les notes de l'émission de toute manière. Et puis je vous rappelle bien entendu que si vous aimez Tech Café, si ça vous divertit, si ça vous informe, si jamais vous vous endormez même bien avec Tech Café, je sais que vous êtes quelques-uns dans cette situation, contribuez, soutenez-nous sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous pouvez prolonger les discussions entre vous et avec nous sur le serveur Discord. Là aussi, le lien est dans les notes de l'émission. Nous suivre sur Instagram, Tech Café Podcast, et écouter les épisodes réguliers où vous retrouvez Gaëtan, mais aussi Antoine, Julien de Tech Café Domotique pour apprendre à mieux connecter votre maison. Alors, on n'est pas encore sur les technologies d'Amazon qui nous permettent de surveiller les chaînes de montage chez nous, mais on s'en rapproche. Ouais. Et puis, je ne peux pas passer à côté non plus de quelques recos incontournables en cette fin d'année. Si vous avez envie d'écouter plus de podcasts, à commencer par Relife. On vous a parlé avec Matt dans le dernier épisode de l'Apple Watch. Relife, c'est un podcast sur l'amélioration du quotidien, sur lequel, à mon avis, vous pourriez avoir beaucoup d'éléments d'inspiration pour votre vie de tous les jours. Et puis, je vous invite aussi à écouter Paraculte, parce que Paraculte est un podcast de pop culture dans lequel vous retrouvez Guillaume Poggiaspala, d'autres voix de Tech Café, comme Pierre-Olivier Dibman, qui nous a fait un dossier en 2 épisodes sur le rap français. Alors franchement, j'étais pas hyper emballé par le thème autrement que par le fait que Pierre-Olivier disait que ça allait être très intéressant. Et je le rejoins, c'est vrai que c'était très intéressant. C'est une particularité culturelle française qui était à suivre. Dans le prochain épisode de cette semaine, on va vous parler de la saga Alien. Allez vous abonner à Paraculte. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux semaine après semaine à écouter Tech Café. On se dit à très très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Salut, bye. Ciao, ciao.